ce qu'on a appelé la jurisprudence Balladur. Balladur, qui était Premier ministre, avait dit à partir du moment où un ministre est inculpé, il doit démissionner, quoi. Et donc, les papiers que j'avais écrits pour Libération autour du financement du Parti républicain et de ce qu'on appelait les quadras là, avec Longuet, Madelin et Léotard, ces papiers-là ont amené à la démission le premier ministrable d'Édouard Balladur de l'époque, qui était Gérard Longuet, quoi, qui était un homme très puissant. Et c'est les papiers de Libé qui l'ont fait démissionner. Et moi, j'ai commencé à ressentir du malaise. Et c'est ce malaise que j'ai essayé d'écrire dans mon livre pendant les affaires continuent. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression de plus être journaliste et de devenir une sorte d'auxiliaire de justice. C'est devenu assez facile pour moi, comme je connaissais des avocats, de sortir des PV, de les mettre dans la presse et voilà, ça créait du scandale et ensuite j'allais frimer sur les plateaux télé ou à la radio pour dire regardez comme je suis fort, enfin, etc. On le fait une fois, on le fait deux fois, puis après comme je savais assez vite que la vie était ailleurs et que heureusement j'avais pas que des amis dans ce milieu-là, j'ai jamais eu trop la grosse tête, même si il a pu m'arriver de la voir par moments. J'avais quand même pas mal de recul. Et donc, j'ai, à un moment où personne ne s'y attendait, j'ai décidé de démissionner, quoi. J'ai décidé d'arrêter parce que j'étais plus en accord avec moi-même et surtout, j'avais envie d'écrire des livres. J'avais envie d'écrire des romans, j'avais envie de changer de vie. Je sentais que si je continuais comme ça, d'une part, j'allais changer, quoi. J'allais soit avoir un ulcère d'estomac, soit passer mon temps à fréquenter des gens que j'avais pas envie de fréquenter, enfin, etc. Donc j'ai décroché de ce journalisme-là. Je pensais décrocher complètement du journalisme, et puis en fait non, ça m'a repris puisque j'ai inventé une nouvelle forme de journalisme à travers l'édition, quoi. C'est-à-dire que sans le vouloir, finalement, le premier livre que j'écris qui s'appelle Pendant les affaires continuent, enfin, c'était pas le premier, c'était le troisième ou le quatrième, mais le premier qui marche vraiment, c'est un livre qui va être censuré. L'éditeur, il devait sortir chez Plomb et l'éditeur ne veut plus le sortir parce qu'il a peur du scandale. Finalement, un autre éditeur le prend. J'ai 0 papier dans la presse, mais le bouche-à-oreille fonctionne sur le livre. Et ce livre va me donner la liberté que j'ai toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que quand vous vendez un livre à plus de 100 000 exemplaires, ça vous fait 2 millions de francs de l'époque. Et avec 2 millions de francs, vous pouvez voir venir. Vous êtes un peu libre. Quand vous en faites un autre derrière, qui va s'appeler La justice sous le chaos, où je crée avec des magistrats européens un appel contre la corruption, pareil, le bouquin marche. Et vous avez le choix de faire ce que vous voulez après. Après, je fais un livre avec Noam Chomsky, un livre d'entretien que personne ne veut, puisque tout le monde dit que Noam Chomsky est antisémite à l'époque. Aujourd'hui, les mêmes éditeurs comme Fayard ou d'autres qui avaient refusé mon livre avec Noam Chomsky, aujourd'hui font du beurre avec ça, en se glorifiant de tout ça. Et alors qu'en fait, à l'époque, c'était très dur de faire un livre avec Noam Chomsky. Et bon, c'est des rencontres comme ça aussi qui m'ont aidé à avancer, à vivre. Mais parallèlement à ça, j'écris beaucoup. J'écris des romans qui marchent aussi, comme Le Bonheur, comme des livres comme ça, qui sont des livres érotiques. Et donc, je me soucie très peu de ce qu'on dit de moi. Et effectivement, les gens se disent, mais qui c'est ce type, quoi ? Il est journaliste, après il écrit des bouquins de cul, après on le retrouve à écrire des... Voilà, et comme je n'ai aucun souci par rapport à... Je ne suis pas là pour être crédible, je suis là, je rends compte de ce que je suis dans mes livres ou dans les documentaires. Et très vite aussi, ce que je dois dire, c'est que j'ai eu l'intuition, tu le disais un petit peu tout à l'heure, que si on voulait avoir un impact, il fallait que les livres soient doublés de documentaires et de films. Et donc, si vous regardez tous les documentaires que j'ai faits, j'en ai réalisé une dizaine ou co-réalisé une dizaine depuis cette période, ce sont un travail que j'ai mené en parallèle. C'est-à-dire que pendant que je faisais Pendant les affaires continuent, je faisais un documentaire avec Philippe Harel qui s'appelle Journal intime des affaires en cours. Quand je sors mes bouquins sur Clearstream, je fais en même temps des trucs sur Canal, enfin, etc. Et c'est parce qu'il y a eu mes documentaires sur Clearstream qui ont été interdits, enfin, si vous pouvez acheter les livres, vous comprendrez. C'est pour ça que tout l'état-major de la multinationale a été démissionné, quoi. Donc j'ai gardé toujours ce recul et c'est ce qui m'a permis de traverser ces orages, comme je vous disais. Et voilà, donc aujourd'hui, il y a eu toute une période après Clearstream, après le procès en cassation, où ça a été un peu difficile, parce que pendant 10 ans, j'avais l'impression d'être... Vous vous levez tous les matins en ayant un adversaire,
en ayant une opposition. Vous ne savez jamais si les huissiers vont débarquer parce qu'ils vous mettent dans une situation où vous êtes obligé de vous battre en permanence. Puis à un moment, vous gagnez. On vous dit, bah, c'est bon, là, tu n'es plus obligé de matin, tu te lèves pour aller. Ah ben non, mais ça ne sert à rien de te battre, il faut que tu passes à autre chose, quoi. Et ça se fait dans un relatif silence, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de flonflon, il n'y a pas de tout ça. Et donc après, il faut réapprendre à vivre, à écrire, à retravailler. Et ça m'a pris un peu de temps, quoi. Donc voilà, heureusement que j'avais d'autres activités plus artistiques, où j'avais d'autres centres d'intérêt dans la vie. Heureusement, j'étais pas à Paris, heureusement, voilà, quoi. Et je me suis... voilà, et j'ai continué à... Alors j'ai eu beaucoup de mal à refaire du journalisme au sens Clearstream, parce que Clearstream, quand vous faites ça, il y a une telle dose d'adrénaline, vous heurtez tellement de pouvoir que tout ce qu'on vous propose ensuite, c'est en deçà, quoi. Et donc il n'y a que depuis quelques temps, là, depuis 1 an, là, ou 2 ans, où je suis sur un autre projet journalistique qui va sortir à la rentrée de septembre, que je suis en train d'écrire. C'est une enquête sur des milliardaires, comment les milliardaires nous entubent. Comment ils utilisent la porosité des États pour nous piller, quoi. Et donc c'est encore un livre à emmerde avec des procès. J'ai pas envie de procès, c'est ce que je déteste le plus au monde, mais s'il faut passer par là. Il y a une utilité de la diffamation. Si je dois retenir aussi, parmi les leçons que j'ai retenues, c'est qu'il est parfois utile de diffamer, quoi. Un journaliste peut être... je ne dis pas qu'il faut diffamer, je dis qu'il est parfois utile de diffamer. C'est-à-dire qu'on voit bien avec mon histoire Clearstream, j'ai eu 63 procédures en diffamation contre moi, et à la fin, on me donne raison, quoi. C'est-à-dire que parfois, il faut heurter les pouvoirs, utiliser des mots excessifs pour ensuite, quand vous êtes de bonne foi, que vous pouvez prouver votre bonne foi, à la limite, vous êtes condamné à 1 euro en diffamation, les tribunaux vous félicitent. Après, il y a une loi sur la diffamation qu'il faut que tout soit... La première chose, c'est d'être de bonne foi. C'est-à-dire que la première règle, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes journalistes qui, enflammés dans leur volonté de dénoncer, parce qu'ils sont scandalisés par un scandale, quel qu'il soit, humanitaire, de santé, d'argent, etc., ils ont cette idée de fabriquer du scandale, quoi. La première chose, c'est aller voir la personne que vous mettez en cause. Ne haïssez personne, même le plus, voilà, même le plus, celui que vous considérez comme le plus pourri. Il faut aller le voir. Et ne faites jamais les choses dans la précipitation. Donnez toujours sa chance à votre adversaire. Moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. J'envoie des mails et des lettres recommandées à des milliardaires. Je leur dis, voilà, donnez-moi une explication. Alors évidemment, ils envoient des avocats. Vous êtes calme, vous savez que vous avez des éléments. Et puis après, vous les sortez avec les précautions. La grande difficulté aujourd'hui, et après c'est un autre débat, mais on pourrait y passer la nuit, c'est évidemment l'économie de tout ça. C'est que vous vous heurtez à des gens qui ont des moyens financiers qui sont considérables. Et la période est pas propice au journalisme. C'est encore plus dur aujourd'hui. Je vous donne 3 exemples comme ça qui me viennent. Récemment, Édouard Perrin, qui était le journaliste qui a sorti LuxLeaks avec Raphaël Allais et Antoine Deltour à Metz, a été condamné par la Cour d'appel de Metz parce qu'il faisait un procès à la société d'audit qui avait fabriqué les LuxLeaks, et le tribunal de Metz a considéré qu'il avait enfreint la loi des affaires, en quelque sorte, en divulguant ce truc. Il a été condamné à 3 000 euros. Autre exemple, un livre est sorti sur Bolloré qui s'appelle... j'en ai fait de la pub, Bolloré... comment il s'appelle ? Personne ne sait ? Bolloré Tout-Puissant. Le journaliste qui l'écrivait il y a 1 an a eu les huissiers chez lui. Alors ça, j'avais jamais vu, ça pousse le raffinement très très loin. Il a eu une plainte pour harcèlement. On lui a réclamé 700 000 euros parce qu'il avait envoyé 7 mails ou 7 appels téléphoniques. Bolloré a considéré que c'était une forme de harcèlement au directeur financier, enfin, etc. Et vous voyez la pression que ça met, quoi. 3e exemple, c'est le journal Capital qui a été condamné aussi pour infraction au secret des affaires parce qu'il a divulgué le fait que le Conforama, la boîte Conforama qui sponsorise la Ligue 1, donc il y a le blé pour sponsoriser la Ligue 1, était dans une sorte de statut de liquidation judiciaire. Ça a pu ce nom-là, mais et il avait normalement, on a la loi aujourd'hui, les nouvelles lois
interdisent de parler de ces choses-là. Donc il y a eu une condamnation du journal, ce qui est quand même assez gigantesque et c'est quand même énorme. Et j'ai l'impression qu'avec Emmanuel Macron et les projets de loi qu'il a sur les fake news, etc., ça ne laisse pas présager un avenir serein pour les journalistes. Et donc la bataille est d'autant plus importante à mener et d'autant qu'elle est de plus en plus compliquée, quoi. Voilà, j'ai fini mon long préambule. Je vous laisse la parole et je vous laisse...